Olivier Morel, bonjour, merci Bonjour. de nous recevoir à nouveau. Hier, on avait vu avec vous la violence exercée sur les enfants et qui serait pas aussi naturelle qu'on veut bien le croire ou qu'on veut bien le dire. Alors, est-ce que cette violence est éducative, on peut dire ou non? Alors, je crois qu'il faut essayer de voir l'importance de la violence éducative. La violence éducative, c'est un phénomène vraiment énorme, massif. Et c'est très étonnant qu'on en parle si peu. C'est massif d'abord par sa durée. Ça dure au moins depuis 5000 ans. Pourquoi 5000 ans? Eh bien, 5000 ans, c'est ce qui nous sépare de l'apparition de l'écriture, qui nous permet de connaître que dans toutes les civilisations, il y a eu des proverbes qui disaient qu'il fallait battre les enfants. Que ce soit dans la civilisation égyptienne, où par exemple il y avait un proverbe qui disait les oreilles de l'enfant sont dans son dos, c'est là qu'il faut le battre. Dans la civilisation chinoise, dans la civilisation indienne, dans la civilisation de Sumer, dans les civilisations précolombiennes en Amérique, partout on a dit qu'il fallait battre les enfants. Donc ça dure depuis au moins 5000 ans, probablement davantage dans les civilisations orales. Les proverbes, ils ont dû se transmettre de façon orale d'abord, peut-être pendant des millénaires. Donc c'est vraiment très ancien. Ça ne veut pas dire que c'est inné. Ça ne veut pas dire que c'est inné parce qu'on a constaté que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, eh bien, en général, on ne frappe pas les enfants. Et même quelquefois, on ne les punit pas, parce qu'on estime qu'ils ne peuvent pas comprendre, et donc on ne croit pas nécessaire de les punir. Ensuite, c'est un phénomène, donc je l'ai dit, universel, partout. Il n'y a pas de continent où on n'ait pas frappé les enfants. C'est un phénomène qui est, dans la vie des enfants, dure vraiment pendant toute la minorité des enfants. J'ai reçu le témoignage de lecteurs de mes livres qui m'ont dit que jusqu'à 24 ans, leur père les avait frappés et qu'il a fallu qu'ils disent à leur père « si tu m'en envoies encore une, je te la rends ou je me jette par la fenêtre » pour que le père s'arrête. Et vous-même, est-ce que vous avez été battu pendant votre enfance? Alors personnellement, j'étais le 6e d'une famille et j'ai eu la chance d'être très peu frappé, un petit peu, je me rappelle deux Pourquoi fois. vous dites la chance d'être très peu frappé? Parce que je crois que c'est une chance. Je crois que c'est une chance parce que quand on a été frappé, on en subit les conséquences, je crois. Moi, j'ai eu la chance, oui, de ne pas subir trop de conséquences de mon éducation, parce que j'étais dans une famille très bienveillante à l'égard des enfants, où on aimait vraiment beaucoup les enfants, et une ou deux fois, donc je me rappelle que ma mère m'a frappé, mon père jamais. Attendez, vous dites que vous étiez dans une famille qui aimait les enfants. Ça veut dire que quand on bat les enfants, quand on leur admoneste une petite fessée, on n'aime pas les enfants? Alors, c'est vrai, vous avez raison de me corriger. Je dois dire plutôt vraiment bienveillante au sens où on leur veut du bien et où on les respecte, c'est ça. Non, je sais très bien qu'il y a beaucoup de familles où on aime les enfants et où malgré cela, on les frappe. Et même on les frappe parce qu'on les aime, justement parce qu'on se dit il faut les corriger. C'est pour leur bien. C'est pour leur bien, voilà, exactement. Mais c'est là, je crois qu'il y a une erreur et qu'il faut vraiment changer d'attitude dans ce domaine. Là, vous avez été prof. La violence éducative, ça se fait aussi à l'école, au collège, au lycée, à la fac. Exact, tout à fait exact. Et vous y avez participé. Alors, j'y ai participé, disons, le moins possible. Mais c'est certainement, j'y ai participé, parce que d'abord, à l'époque où j'étais prof, je n'avais pas fait toute la réflexion que j'ai faite. La lecture des livres d'Alice Miller, ça date de la fin de ma carrière, hein, tout à fait. Donc, pendant des dizaines d'années, je n'ai pas connu ces idées-là. Mais je n'étais pas porté à la violence, parce que moi-même, je n'avais pas subi la violence. Donc, j'ai essayé d'avoir avec mes élèves vraiment une relation de bienveillance. Je m'étais imposé de faire que à la fois les élèves travaillent, mais en même temps qu'ils travaillent dans une atmosphère de sécurité, qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils ne s'ennuient pas, si possible. Donc c'était des règles que je m'étais imposées, mais en tout cas, la règle de la non-violence, elle était pour moi absolue. Même s'il a pu m'arriver, malgré tout, dans les difficultés que j'ai pu avoir en classe, il m'est arrivé d'avoir une classe de 52 élèves, par exemple, tout à fait en début de carrière. Bon, je ne sais pas si j'ai toujours été vraiment non-violent dans ce cas-là. Et est-ce que la violence démarre avec la notation même? C'est possible parce que la notation, c'est déjà une façon de prendre autorité sur les enfants, c'est déjà une façon de les classer, de les faire entrer en compétition entre eux. Et vraiment, je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Personnellement, je n'ai pas su m'en débarrasser. Hein.
J'ai essayé à certains moments, je n'ai pas réussi, mais je crois que si on y arrive, c'est nettement mieux, parce que ce n'est pas une bonne chose. Mais vous n'avez pas peur qu'à force de mettre à l'abri les jeunes, les enfants, de cette violence, on ne les prépare pas à une vie qui est dure, dans laquelle ils auront des affrontements? Alors je ne crois pas du tout, parce que quand on respecte les enfants, ils acquièrent un sens de la relation avec les autres très fin, très subtil, et ils savent être diplomates, ils savent à la fois être présents devant les autres, avoir ce qu'on appelle en psychologie de l'assertivité par rapport aux autres, je suis là et je demande qu'on me respecte, mais ils savent respecter les autres. Et ça crée avec les autres des relations qui, dans une grande mesure, réduisent les capacités de violence. Alors c'est vrai qu'ils peuvent se trouver dans des situations où ils sont agressés, mais je crois que souvent on peut s'en tirer dans ces cas-là par l'intelligence. Souvent simplement par l'intelligence, par la discussion, beaucoup mieux que si on a le réflexe, l'impulsivité qui fait que tout de suite on passe « Ah, qu'est-ce que tu me veux, toi ?» et tout de suite. Et or, la violence subie dans l'enfance, elle crée l'impulsivité, parce qu'elle crée un réflexe de violence. Et donc, je crois qu'au contraire, les enfants respectés, ils sont capables de vivre avec les autres, d'apprécier les situations avec lucidité, parce qu'ils ont, je crois, justement, tout leur cerveau, toutes les capacités de leur cerveau à leur disposition. Tandis que quand ils ont été habitués, quand ils ont eu le réflexe de la violence, il y a tout de suite une espèce de réflexe acquis qui fait qu'ils entrent tout de suite dans le système de la violence. Et ils n'ont pas le temps d'apprécier les situations, de voir ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent se comporter à l'égard d'individus dont ils peuvent juger justement le risque qu'ils courent par rapport à eux. Alors vous proposez quoi aux parents, aux éducateurs, aux professeurs, aux militaires? Alors, pour ce qui est des parents, ce que je propose, moi, c'est que d'abord, ils réfléchissent sur eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont subi? Qu'ils prennent conscience que ce qu'ils ont subi n'était pas un bien. Ce n'est pas nécessaire d'accuser leurs parents, d'aller leur faire une scène. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais au moins, prendre conscience que ce qu'ils ont subi n'était pas bon et qu'il ne faut plus le considérer comme un bien. Si c'est nécessaire, et dans certains cas ça l'est, pour les gens qui ont subi vraiment de grandes violences, quelquefois il faut une psychothérapie. Parce que sinon ça ressort toujours du fond d'eux-mêmes, comme c'est imprimé au fond d'eux-mêmes, ça risque de ressortir, donc éclaircir les choses à ce point de vue-là. Ensuite, commencer dès le début avec les enfants à avoir une attitude de respect, de bienveillance, et en même temps une présence véritable, et la confiance en soi, avoir confiance en soi. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de se laisser marcher sur les pieds, il ne s'agit pas de faire des enfants rois, il s'agit aussi de bien distinguer, et ça c'est très important, les désirs et les besoins. Les besoins des enfants, il faut les satisfaire, il n'y a pas de problème. Les besoins, c'est vital, et donc les parents sont là justement pour à la fois protéger, pourvoir, répondre aux besoins, et permettre ce qu'il faut permettre. Mais les désirs, non, on n'a pas, alors d'autant plus que les désirs sont attisés par la publicité actuellement. Donc, les désirs, il faut les prendre en considération, les écouter, mais dire par exemple aux enfants, ah, tu as envie de se jouer, tu as raison, mais là, pour le moment, je ne peux pas te le payer, il n'est pas question, mais on va le noter sur un carnet, et pour ton anniversaire, pour ta Noël, par exemple, peut-être que tu pourras l'avoir. Et donc, faire bien cette distinction entre besoin et désir. Et à partir de ce moment-là, les relations avec les enfants, et quand je dis besoin, ça peut être aussi le besoin de tendresse, le besoin de présence, le besoin d'attention, qui sont essentiels par rapport aux enfants. Donc quand on a cette attitude avec les enfants, les choses se passent justement parce que les enfants ont des capacités relationnelles innées dont j'ai parlé, auxquelles j'ai fait allusion, les relations sont relativement faciles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, il peut toujours y en avoir, mais c'est finalement plus facile. Je rappelle que j'ai eu 5 enfants et que j'ai quand même un petit peu d'expérience dans ce domaine. Olivier Morel, merci, à demain. À demain.